Donc, bonjour à celles qui entrent dans la salle, qui me rejoignent. On va se donner quand même une petite minute pour que les gens arrivent. Alors, d'ici là, je vous salue. Je vous dis un beau bonjour. Je suppose qu'il y en a plusieurs parmi vous qui êtes en congé pédagogique peut-être aujourd'hui. Bref, je suis contente que vous ayez pris votre heure de dîner avec moi. Alors, profitez-en pour vérifier si votre son fonctionne bien. Alors, je tiens à vous rassurer, si vous voulez garder vos caméras ouvertes, il n'y a pas de problème. L'enregistrement, la webinaire de ce midi est enregistré, mais on ne voit que moi. Donc, dans la rediffusion qui va être envoyée, on ne vous verra pas, même si vos caméras sont ouvertes. Par contre, je vous invite à fermer vos micros. Puis, mais je vous invite aussi, là, pendant la petite minute qu'on va attendre pour que les gens se joignent à nous, d'écrire dans le chat de quel centre de service scolaire vous êtes. Moi, je suis super curieuse parce qu'on avait quand même 200 inscriptions au webinaire de ce midi. Donc, j'aime bien savoir un peu là, de quelle région vous êtes. Puis de savoir aussi, est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un événement avec moi, avec FUT? J'aime bien voir s'il y a des gens pour qui c'est la première fois qui assistent à un événement FUT. Donc, n'hésitez pas à l'écrire dans vos commentaires. Même pendant tout le long de la rencontre du webinaire d'aujourd'hui, si vous avez des questions qui surgissent, écrivez-les dans les commentaires. Il y a Mélissa qui est avec nous, Mélissa qui est mon adjointe, qui va pouvoir prendre en note vos questions. Donc, peut-être m'arrêter, même au besoin, ça ne me dérange pas non plus. Mais si vous avez des questions que je n'ai pas le temps de répondre, sachez qu'on les prend en note, puis je vais être capable de vous répondre par courriel. Donc, n'hésitez pas à écrire vos questions dans les commentaires et je vais essayer de vous faire suite. Sinon, vous pouvez toujours m'écrire à info@commercialpédagogiefut.com. Donc, vous pouvez toujours m'écrire vos questions aussi par la suite. Là, ça aussi, ça va me faire plaisir d'y répondre. Alors, comme il est déjà 12h03, on va entamer la présentation. Il n'y a pas beaucoup de gens arrivés, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui voulaient l'écouter en rediffusion. Alors, à suivre. Alors, merci de vous être inscrite à ce webinaire sur mes études de cas. J'aime bien faire les études de cas parce que ça rend les choses un petit peu plus concrètes. Puis, en fait, on va revoir rapidement là, les cas qui ont été étudiés à partir des différents posts Facebook là, dont vous avez reçu certaines réponses par courriel. Pour en arriver finalement au cas d'Adèle, qui est un cas que je reçois souvent dans mon bureau d'orthopédagogue. Donc, j'avais envie de vous faire voir par les dessous de ces élèves-là, de ces difficultés en lecture-là pour ces élèves, toute l'importance d'un bon enseignement de la fluidité, parce que la fluidité, c'est beaucoup plus large que juste la vitesse de lecture. Alors, allons-y sans plus tarder. Alors, pour celles qui ne me connaissent pas, je ne sors pas des nues, donc Geneviève Busson, je suis orthopédagogue depuis plus de 20 ans maintenant. Donc, j'ai travaillé 20 ans en milieu scolaire, en centre de service scolaire, du préscolaire au secondaire, formation aux adultes, conseillère pédagogique. Et ça fait quelques années déjà que j'ai fondé FUT. Alors, dans un premier temps, pour faire des services d'orthopédagogie en privé, mais tranquillement, et comme j'ai fait ma maîtrise en parallèle sur l'accompagnement d'enseignantes à mettre en place des bonnes pratiques d'enseignement en salle de classe, avec mes expériences d'enseignement de la fluidité en classe aussi, j'en suis venue à vous proposer des programmes d'enseignement clés en main qui vous permettent d'améliorer la fluidité de vos élèves en 4 semaines seulement. Donc, c'est un projet qu'on avait mis en place à l'école où je travaillais à l'époque et que j'ai peaufiné au fil des ans par de la recherche, par des expérimentations. Donc, j'ai un beau produit fini maintenant à vous proposer. Bref, donc j'ai travaillé longuement sur la fluidité en lecture et j'ai travaillé longuement aussi auprès des élèves qui ont des difficultés d'apprentissage à la lecture, dont mon fils à moi qui est dyslexique, dysorthographique. Donc, j'ai aussi ce petit volet-là, parents d'enfants en difficulté d'apprentissage, voire c'est notre réalité quand même. Alors, ce qu'on va aller faire aujourd'hui, c'est qu'on va aller voir un peu les impacts de la fluidité en lecture sur la compréhension. OK? Donc,
On n'a pas appris à l'université c'était quoi la fluidité en lecture. C'est un terme qu'on entend parler, dont on entend parler. C'est un terme qu'on associe souvent à la vitesse de lecture, mais la fluidité, c'est vraiment beaucoup plus large. Ce sont vraiment toutes les bases qui permettent d'accéder à la compréhension en lecture. Puis après ça, il y a d'autres éléments en lien avec la compréhension, mais si on n'a pas ces bases-là d'un bon décodage, d'une bonne fluidité en lecture, c'est difficile d'aller travailler nos stratégies de compréhension par la suite parce que si on n'accède pas au texte, c'est difficile d'aller travailler de la compréhension. Donc, c'est un peu ce qu'on va aller voir dans ce webinaire aujourd'hui. Et l'idée, c'est d'amener des réflexions, des pistes de réflexion sur mais comment on pourrait enseigner la lecture un peu autrement pour faire en sorte que nos élèves, qu'on les accompagne à réduire un peu leurs difficultés en lecture et qu'on puisse leur permettre d'accéder au sens du texte et à la compréhension. Alors, on va commencer par mettre la table pour qu'on ait vraiment une bonne idée ensemble de ce qu'est la fluidité en lecture. Alors, la fluidité en lecture, ce sont 3 composantes principales, même 2. Certains chercheurs remettent en question l'une d'elles. Donc, la première composante, on parle de l'exactitude. Alors, l'exactitude, c'est quoi? C'est la capacité de lire les bons mots, de reconnaître les bons mots. OK? Donc, l'exactitude, ça fait vraiment référence à nos correspondances graphophonétiques, donc notre capacité à décoder les mots, mais aussi à tout plein de stratégies d'identification de mots pour être capable de, parce qu'on sait, il ne faut pas juste les lettres sont, des fois il y a des règles, des régularités orthographiques, il y a des lettres muettes, il y a des règles contextuelles, donc il y a différentes composantes qui font en sorte que les mots ne se prononcent pas tels qu'ils s'écrivent. Donc, l'exactitude fait référence à la capacité de l'enfant à reconnaître un mot. Et plus on est capable de bien décoder, de bien reconnaître nos mots, de bien les lire, eh bien, se développe parallèlement la capacité à globaliser les mots. Alors, plus je décode les mots, plus je les vois souvent, plus mon cerveau les reconnaît, puis moins j'ai besoin de m'arrêter pour les redécoder comme au début. Alors, c'est ce qu'on appelle, qui mène en fait à une vitesse de lecture. Alors, si mon décodage est bien ancré, si je suis capable de bien décoder les mots, je vais être capable de globaliser davantage de mots et de lire avec une plus grande vitesse. Alors, la deuxième composante, c'est la vitesse de lecture, mais les chercheurs certains chercheurs remettent en cause la vitesse de lecture comme étant une composante de la fluidité en lecture parce que finalement, elle découle directement de la capacité à décoder les mots, donc à lire avec exactitude. Néanmoins, c'est encore considéré comme une des composantes de la fluidité en lecture et c'est une des composantes, en fait, on utilise la vitesse de lecture pour évaluer la capacité de l'élève à décoder rapidement les mots et à les reconnaître globalement. Okay? Donc, pour moi, la vitesse de lecture, c'est vraiment un outil d'évaluation. Ensuite, on a la troisième composante qui est l'expression. Là, je les ai séparées ici dans 2 lignes là, sur mon tableau. Alors, lire avec expression, c'est lire avec prosodie. Prosodie, c'est vraiment toutes les intonations de la voix pour se rapprocher le plus près possible de l'oral. Alors, ce qui nous donne toutes les intonations de la voix, les indices visuels qui nous disent qu'est-ce qu'on doit faire avec notre voix, ce sont les signes de ponctuation. Alors, il est important d'être capable de savoir ma voix fait quoi aux différents signes de ponctuation et évidemment d'avoir de la ponctuation au bon endroit dans ma phrase. Donc, il faut que ce soit syntaxiquement adéquat aussi. Donc, lire avec prosodie et expression, bien, il faut connaître la ponctuation, il faut connaître la syntaxe, c'est lire en faisant les liaisons entre les mots, en faisant les bons groupes de mots aussi. Et donc, tout ça fait en sorte que j'ai une lecture avec expression. Mais on peut aller vraiment plus loin dans cette troisième composante-là de la fluidité et de rajouter lire avec interprétation. Alors, pour lire avec interprétation, je vais devoir être capable d'identifier les dialogues par les voix des personnages, par les inférences aussi, pour connaître quelle est l'émotion véhiculée, quelle est l'ambiance, et ajouter cette inférence-là, bien, ces ambiances-là ou ces émotions-là dans mes intonations en lecture. Donc, tout ça, c'est la fluidité en lecture. Donc, exactitude,
qui est vraiment au niveau du décodage, stratégie d'identification de mots. Vitesse, qui est ma capacité à globaliser les mots. Hein. Plus je globalise, plus je lis rapidement. Et expression, donc plus je lis avec prosodie, expression, intonation, interprétation, plus le texte se rapproche de l'oral et c'est ce qui fait que je suis capable de comprendre ce qu'il s'agit dans le texte. Okay? Donc, quand on parle de fluidité en lecture, on parle de toutes ces composantes. Alors, s'il y a des questions à ce sujet-là, n'hésitez pas à les poser. Je suis là pour vous répondre. Alors, ce que j'ai à vous proposer aujourd'hui, dans le fond, c'est prendre conscience que si les élèves n'ont pas une bonne fluidité en lecture, et je ne parle pas juste de vitesse, hein, on parle aussi de capacité à décoder les mots, donc le taux d'exactitude, mais aussi à mettre de l'intonation dans la lecture, bien, il existe plusieurs façons d'aider tes élèves en salle de classe. Donc, on va commencer par aller voir un peu c'était quoi les impacts si ton élève n'a pas une bonne en lecture. Donc, on avait ici le cas d'Edwin. OK? Alors, on s'est demandé, Edwin, j'ai mis des petits exemples d'élèves que j'ai vus. Donc, leur façon de lire. Alors, on voit avec mon écriture un peu les difficultés, les parallaxies, en fait, qui ont été faites dans la lecture. Donc, Edwin, c'est un des cas qu'on avait déjà étudié ensemble. Edwin ne connaît pas bien toutes ses correspondances graphophoniques. Okay? Quand on fait l'évaluation des correspondances, on sent qu'il y en a plusieurs qu'il ne connaît pas, qu'il n'est pas capable de mettre en place. Donc, c'est sûr que quand il lit des mots qui contiennent différents sons ou différents graphèmes, ben c'est difficile pour lui de décoder ces mots-là parce qu'il n'est pas capable justement de les décoder. Les règles contextuelles, il ne les connaît pas non plus. Ben, il les connaît, mais il n'est pas capable encore de les appliquer en lecture. Donc, ce qui fait en sorte que j'ai dur, j'ai doux, le S qui fait Z, tout ça, il n'est pas nécessairement capable de les appliquer. Donc, on voit plusieurs erreurs de lecture de ce niveau-là. Puis, on voit aussi que les mots fréquents ne sont pas globalement reconnus. Donc, on voit dans le texte ci-dessous là, que le petit mot « une »,« petite », okay, il devrait être capable de les reconnaître. Ce sont des mots fréquents. Il devrait être capable de distinguer le « un » du « une », ce qu'il ne fait pas dans sa lecture. Et là aussi, il y a une règle orthographique aussi, hein, du E qui fait chanter la consonne qui est placée juste devant. Mais ce sont quand même des mots fréquents que l'enfant devrait être capable de reconnaître. Et à l'aide des autres mots dans le texte, il devrait être capable d'identifier que ce sont des mots qui sont prononcés au féminin ou au masculin aussi. Donc, on sent qu'Edwin est vraiment pas très ancré sur le sens du texte. Il décode avec ce qu'il a comme connaissance, mais c'est limité. Donc, il passe par-dessus plein de mots. On voit le mot rencontrer qui a juste fait comme trop long, trop difficile, je ne sais pas le EN, qu'est-ce que ça fait. Donc, j'arrête ça là, je saute par-dessus. Okay, c'est un comportement d'enfant qu'on voit qui n'ont pas automatisé encore toutes les correspondances graphophonétiques. Qu'est-ce qu'on fait pour aider Edwin et plein d'autres élèves? Donc, moi, je vous invite à réviser les correspondances graphophonétiques en début d'année et ce, au moins jusqu'en 4e année. Vous pourriez être surprise de voir le nombre d'enfants qui ne maîtrisent pas toutes les correspondances graphophonétiques. Et quand je dis maîtriser les correspondances graphophonétiques, c'est être capable de les lire rapidement, donc les reconnaître instantanément, mais de les écrire aussi rapidement sans trop se poser de questions. Donc, on les connaît. OK? Alors, vous pourriez être surprise de voir que jusqu'en 4e, 5e, 6e année même, il y a encore des sons qui ne sont pas automatisés. On pense que nos élèves lisent des textes et qui sont capables qui connaissent tous ces sons-là, mais en réalité, ils compensent par des indices de sens et autres facteurs là, qu'ils peuvent utiliser dans leur lecture, toutes sortes de stratégies compensatoires pour lire les mots, mais les connaissances de base, qui sont les correspondances graphophonétiques, ne sont pas suffisamment automatisées dans bien des cas. Alors, moi, je vous invite à faire des activités de correspondance graphophonétique en début d'année, tout le long du primaire, juste pour, puis il y a plein de jeux super intéressants, là, juste pour réviser et être certaine que vos élèves n'ont rien oublié pendant la glissade d'été. Donc, enseigner les règles et régularités orthographiques. Il y a des élèves qui
les catch comme ça, qui n'ont pas besoin de penser, mais il y a encore beaucoup d'élèves qui ont des difficultés à les appliquer tant en lecture qu'en écriture. Quand on leur pose la question, c'est quoi cette règle-là, du G, du C, du S, du M, qui devient M devant le PB, ils ne la connaissent pas tant que ça, la règle. Donc, ça, c'est important aussi de les réintégrer dans notre enseignement. Les mots fréquents, il y a certains enfants qui ont des difficultés à décoder. En fait, ils n'ont pas tout automatisé les correspondances graphophonétiques, vont montrer aussi des difficultés à globaliser les mots fréquents. Et là, je fais un petit bémol avec les fameux mots étiquettes. Et dans les classes, trop souvent, je vois chez les petits l'utilisation de mots étiquettes par thème. On voit ça avec nos cahiers d'exercice, par exemple. C'est super intéressant, sauf que si l'élève n'a pas automatisé toutes les correspondances graphophonétiques pour décoder le mot étiquette que vous lui présentez, il va développer ou surdévelopper la stratégie de la devinette. Okay? Donc, un enfant qui devine beaucoup de mots dans un texte, c'est un enfant qui a peut-être été exposé à beaucoup de mots étiquettes, puis il n'était pas capable de les décoder, donc il a développé la stratégie de la devinette. Et donc, il faut vraiment faire attention aux mots qu'on présente en mots étiquettes. Il faut que ce soit des mots que l'enfant est capable de décoder seul, il a suffisamment de connaissances, ou encore, il faut que ce soit les mots qu'on voit vraiment, vraiment, vraiment fréquemment. On les connaît, les mots, selon la liste de Giasson, ou il y a d'autres listes aussi. Donc, les mots fréquents, ça, c'est intéressant parce que c'est des mots aussi qu'on va voir régulièrement. Donc, si on n'a pas besoin de décoder ces mots-là, on allège un petit peu toute l'énergie cognitive qui est nécessaire au décodage pour se centrer sur des mots nouveaux, des mots plus longs. Donc, travailler les mots fréquents, ça, c'est super intéressant. Le cas maintenant de Léo, OK? Donc, Léo, qui est un peu plus vieux, mais que lui, nécessairement, il a de la misère à identifier des mots qu'il ne connaît pas. Donc, des mots irréguliers, des mots issus de l'anglais, des mots très longs, des mots qu'il n'a jamais vus ni entendus. OK? Donc, Léo est capable de décoder, mais il n'a pas de stratégie d'identification des mots. OK? C'est-à-dire que sa seule stratégie pour lire, c'est décoder. Lettres, sons, on colle tout ça ensemble, on fait des mots. Mais quand il y a des règles contextuelles, quand il y a des mots issus de l'anglais, quand il y a des mots irréguliers, il est perdu, il ne sait pas trop quoi faire. OK? Donc, enseigner les stratégies d'identification des mots, c'est pas juste enseigner le décodage, c'est s'appuyer sur le sens, s'appuyer sur les images. C'est aussi faire son décodage, ça c'est certain, mais les règles orthographiques entrent dans ça aussi, hein, parce que des fois, je peux être mal pris pour décoder un mot, pas c'est parce que les correspondances sont un peu affectées par les règles orthographiques. Enseigner la morphologie, on oublie, on n'en fait pas assez. Travailler les différents morphèmes de mots quand j'ai des mots longs ou des mots nouveaux. Si je reconnais des morphèmes dans ce mot-là, ça me permet de le décoder beaucoup plus rapidement, donc de lire plus vite. Mais si je connais le sens de ces morphèmes-là, je suis capable de donner du sens aux mots nouveaux aussi, ou de donner une définition approximative à partir du sens des morphèmes, du sens de la phrase. Donc, ça donne des outils à l'enfant pour lire des mots qui sont nouveaux. Et évidemment, quand on a des textes qui parlent de sujets particuliers, mais en fait tous les textes, prenez le temps de faire émerger le vocabulaire avant, de travailler le vocabulaire avant d'offrir une lecture à vos élèves, okay? De laisser vos élèves en contexte de lecture. Ça, c'est super important. Faites un mur de mots, regardez des vidéos qui expliquent ces mots-là, qui réinvestissent ces mots-là, activez des connaissances antérieures. Plus vous allez travailler le vocabulaire qui est spécifique à un texte, plus vous développez le vocabulaire chez vos élèves, puis plus il va être capable de développer sa capacité à comprendre le texte aussi. S'il y a plein de mots qu'il ne connaît pas et qu'il n'est pas capable de décoder, de un, la fluidité n'est pas là parce qu'il se questionne en même temps qu'il lit, puis de deux, la compréhension ne peut pas être là non plus. Ensuite, notre cas de Félicia. Alors, Félicia, elle ne sait pas que les guillemets et que les tirets indiquent un dialogue.
OK? On ne lui a pas enseigné ça. Et ça, je vous dis, c'est vraiment des cas que je vois quand même souvent. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression que les élèves lisent depuis tout le temps, depuis longtemps, ils ont été exposés, ils ont fait des lectures dans la classe. On ne pense pas à enseigner ces ponctuations-là nécessairement. On pense que c'est acquis pour tout le monde, mais ce n'est pas le cas. Donc, je vois des enfants qui ne savent pas du tout que ça veut dire qu'il y a un personnage qui parle. Et si on regarde dans le texte qui est présenté, il n'y a même pas d'incise. Hein? Incise, c'est le petit bout de phrase qui nous indique qui parle. OK? Dit Alice, répond-il, répond son ami, questionne l'enfant. Là, il n'y a même pas d'incise dans le petit bout de texte qui est là. Donc, c'est extrêmement difficile pour un enfant qui voit juste des tirets, qui n'a pas d'indice que c'est vraiment un dialogue, de savoir, mais est-ce que c'est vraiment un dialogue? Qu'est-ce qui se passe ici? Donc là, on voit que la fluidité est vraiment affectée. On ne fait pas les voix des personnages. Puis là, il y a des questions qui viennent en ligne de compte parce que ça ne fait plus de sens si on lit le texte sans comprendre que c'est un dialogue. Donc, c'est vraiment un élément super important. Et autre chose, c'est que les petites incises, quand il y a des dialogues là, qui nous indiquent un peu qui parle, souvent, ça nous demande de faire des inférences. OK? Donc, il y a des pronoms personnels ou des pronoms ou des synonymes, des afférents. Donc, ça demande à l'enfant de faire des inférences pour comprendre qui parle. Alors qu'on sait que les inférences, on doit les travailler à partir de la 3e année. Et c'est final en 4e année. Moi, je ne suis pas certaine de ça parce que, ouf, moi, je vous dirais que la ponctuation, pas la ponctuation, mais les pronoms personnels là, qui nous amènent auxquels il faut trouver à partir desquels il faut trouver les différents afférents, c'est pas toujours si simple. J'ai encore des élèves du secondaire là, pour qui c'est pas clair. Donc, les inférences, on devrait les évaluer à partir de la 4e année, mais on voit très bien que dans un dialogue, ça demande une très bonne capacité à inférer qui parle dans la majorité des textes que nos élèves rencontrent. Donc, pour les aider, nos élèves, à lire les dialogues, souvent en indiquant « Ah, ben tiens, dit-il, c'est qui ça le il? Ah, c'est tel personnage. OK, donc ici, il faudrait faire la voix de tel personnage. » OK, donc, prendre le temps, quand il y a des dialogues dans un texte, d'aller identifier qui parle. Donc, enseigner les symboles d'un dialogue, c'est sûr que ça va aider au niveau de la fluidité et de la compréhension. Mais enseigner les signes de ponctuation aussi. Hein? Donc, on voit des petites incises, il y a des virgules, les intonations ne sont pas toujours les mêmes. Il y a comme des fins de phrases, finalement, avec ces virgules-là, ne sont pas toujours les mêmes dans le cas d'un dialogue. Beaucoup de questions ou d'exclamations aussi dans un dialogue. Alors, que fait la voix dans une phrase interrogative ou une phrase exclamative? Elle n'a pas du tout la même intonation. Donc, ça aussi, il faut les enseigner. Donc, les dialogues sont un bon moment pour enseigner les différentes intonations de la voix. OK? Et on avait aussi maintenant le cas d'Adèle. Donc, Adèle, ça, c'est le cas mix de mes 3 cas, un peu, si on veut. Et Adèle, j'en ai souvent vu aussi rendue en 3e, 4e année. Une enfant qui réussissait super bien au premier cycle. Moi, j'ai vu des enfants dans les 80% en lecture. Rendue en 3e année, ça, vraiment, au niveau des notes, les notes chutent, on ne comprend pas ce qui se passe, les parents ne comprennent pas non plus. Pourtant, ça a toujours bien été en lecture. Et là, on va évaluer un petit peu ADL, puis on se fait comme, les correspondances graphophonétiques sont acquises. 95% d'exactitude, donc on se dit elle est capable de décoder. Mais la vitesse de lecture est extrêmement faible. Donc oui, Adèle fait des correspondances graphophonétiques, mais ce n'est pas automatisé. Elle doit mettre beaucoup d'énergie pour trouver les correspondances dans sa tête. Donc, quand elle lit un texte, la vitesse de lecture, elle est très, très lente parce qu'elle doit chercher constamment, OK, que fait le son de cette lettre-là? Que fait le son de ces lettres-là? Qu'est-ce que ça fait ensemble quand je les mets ensemble? OK? Puis, premier cycle, ça va. Les textes sont assez courts. Elle réussit à se débrouiller. C'est une enfant aussi, voilà, je vais revenir après. Parce que là, je vois, OK, que la vitesse de lecture, elle est très faible. Et on a, quand on lui demande ce qu'elle vient de lire, elle est capable de nous nommer quelques mots, mais il n'y a pas vraiment de relation entre les mots du texte. OK? Son résumé, là, c'est vraiment très troué, quelques mots ici et là, mais c'est tout.
Puis là, on voit un petit peu, là, c'est plus l'exemple d'une élève du secondaire là, que je vous propose en dessous, là. Mais on voit très bien que c'est quand même une élève qui réussit à faire du sens, qui cherche énormément le sens de la phrase. Parce que, bon, il déchirera le passé simple, c'est pas un temps de verbe qu'on utilise souvent, donc c'est souvent les élèves qui vont les mettre à l'imparfait. Alors, il déchirait un morceau de pain, essuya le front. Et là, elle lit front de son assiette, OK? Donc, le fond de son assiette, elle lit front de leur serviette. Avec quoi on essuie un front? Avec une serviette. Donc, elle a utilisé des indices de sens à partir d'un mot mal lu pour deviner les mots qui s'en viennent dans la phrase. Alors, c'est le type d'erreur qu'on va voir chez ces enfants-là qui font encore qui peinent qui n'ont pas encore automatisé les correspondances graphophonétiques pour qui ça demande énormément d'énergie. Donc, elles vont aller deviner des mots à partir des fois de mots mal lus. Et plus le texte est long, plus on voit de méprise dans le texte. Donc, si je fais un test de fluidité en juste 1 minute, peut-être que je ne verrai pas grand-chose. Mais si je le fais sur 3 minutes, je vais voir que ma 3e minute, là, le nombre de méprises commence à augmenter considérablement parce que là, l'enfant, il est fatigué. Puis là, elle commence à faire beaucoup plus d'erreurs dans sa lecture, deviner plus de mots, sauter par-dessus des mots. Et là, on voit que la compréhension est beaucoup atteinte. Ce qui fait qu'il y a des enfants qui comprennent le début du texte, mais pas la fin, qui ne sont pas capables de nous raconter la fin. Ça, c'est des cas d'élèves qu'on voit aussi. Alors, au début, ils sont frais et dispo, peuvent comprendre. Plus ça va, plus ils sont fatigués, moins ils sont capables de comprendre. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici pour aider Adèle? En fait, qu'est-ce qui est arrivé avec le cas d'Adèle? Excusez-moi. Donc, Adèle, au premier cycle, elle a développé des stratégies compensatoires qui lui permettaient de bien réussir. Donc, c'est une enfant qui est intelligente, qui est stimulée. Donc, il y a beaucoup de connaissances générales. Donc, c'est une enfant qui, à partir des quelques mots qu'elle est capable de décoder, crée du sens. Premier cycle, ça va, ce sont des textes simples, des phrases simples, pas beaucoup d'inférences, textes courts aussi, donc elle est capable de décoder quand même pas mal de choses. Et elle est capable de réussir, entre autres, parce qu'elle fait du repérage des mots dans la question, des mots du texte. Hein, on sait, on fait beaucoup de questions de repérage au premier cycle. Et ça, c'est très simple pour elle de répondre à ce type de questions-là. Par contre, deuxième, troisième année, les textes augmentent. Quatrième année, la longueur des textes augmente. Le niveau de complexité des textes aussi augmente. Et là, les stratégies compensatoires d'Adèle ne sont plus suffisantes du tout. Donc, comme je disais tantôt, elle est capable de comprendre le début, mais à partir de la 3e minute, donc à partir du 150e mot, dépendamment de sa vitesse de lecture, elle est déjà plus capable de comprendre. Donc, elle devine de plus en plus de mots. Elle fait du sens à partir de mots qu'elle a mal lus. Puis là, ben, les mots questions, il y a moins en moins de questions de repérage, il y a des inférences, elle n'est pas capable d'inférer. Donc, c'est pour ça que Adèle, qui pourtant avait des bonnes notes au premier cycle, n'a plus de bonnes notes rendues au deuxième cycle. Et comment on fait pour soutenir ces élèves-là dans nos classes? En fait, il y a plein de solutions. Je vous en ai donné un peu dans vos courriels. D'abord, on ne devrait pas lire un texte en une seule période. Pour moi, faire de la lecture, c'est travailler un texte sur plusieurs jours. OK? Donc, comme je disais tantôt, pour aider tous vos élèves, pas juste vos élèves en difficulté, mais vos élèves forts aussi. On peut prendre le temps de parler du sujet, faire un mot de mots, vocabulaire. Oh, dans les mots qu'on voit là, comment on fait pour les décoder, ces mots-là? Est-ce qu'il y a des stratégies d'identification de mots particulières, comme la morphologie? Est-ce qu'il y a des mots irréguliers? Comment je fais? Est-ce qu'il y a des règles contextuelles ou des règles orthographiques dans ces différents mots-là? Donc, ça permet de réviser aussi peut-être des sons complexes qu'on voit moins souvent. Donc, prenez le temps à partir des mots difficiles du texte de faire une analyse de ces mots-là. Sauf ça, vous pouvez le faire en groupe classe avec vos élèves pendant que vous êtes avec eux. Hein? Vous n'avez pas besoin de préparer ça à l'avance. Vous avez un texte, on fait un mur de mots, on peut peut-être avoir sélectionné quelques mots dans le texte, mais prenez le temps d'étudier les mots comme il faut,
pour que quand l'élève va lire le texte, il se dise « Ah ben oui, on l'a vu ce mot-là tantôt, ou hier, ou avant-hier. OK, on a travaillé, on a vu les stratégies d'identification de mots. Je sais ce qu'il veut dire, ce mot-là aussi, parce qu'on me l'a dit. Donc, je suis capable de faire du sens avec ce mot-là dans ma phrase. OK, donc, de prendre le temps de faire un mur de mots, de voir les stratégies de décodage, des stratégies d'identification de ces mots-là, de voir qu'est-ce qu'il veut dire, le sens, OK, travailler le vocabulaire de ces mots-là. Activer les connaissances. OK, est-ce que les élèves ont des connaissances sur ce thème-là? Est-ce que, pourriez peut-être, c'est un thème qui est moins bien connu, est-ce qu'on pourrait présenter une petite vidéo pour justement alimenter les images mentales, alimenter le vocabulaire? Prenez le temps de préparer les textes à lire avec vos élèves. Les élèves qui sont en difficulté, qui ont une faible vitesse de lecture et un faible taux de décodage, bien, je vous invite à vraiment soutenir le décodage dans le texte, mais de proposer à vos élèves une prélecture, un temps de prélecture. S'ils n'auront pas suffisamment de temps pour lire en même temps que les autres, d'offrir du temps après, ils ne le prendront pas. Mais si vous leur proposez de prendre le temps de lire une première fois avant, il y a toujours des temps de lecture là, à l'école, là, en revenant du dîner ou des petites pauses en fin de journée, je ne sais pas, vous organisez toujours des petits moments de lecture. Pourquoi pas prendre ce moment-là pour inviter vos élèves en plus grande difficulté à prendre connaissance du texte une première fois, à poser des questions, à identifier des mots qu'ils ne connaissent pas, qu'ils ne sont pas capables de décoder, pour faire ce travail-là avec eux. De sorte que quand ils vont lire en groupe classe, ils vont peut-être être capables de faire le même travail que les autres. Aussi, c'est d'offrir un contexte signifiant, un contexte de lecture signifiant. Donc, essayez de voir, tu sais, dans votre texte, est-ce qu'il y a une intention pédagogique? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez enseigner? On a parlé de plein de choses tantôt. Les dialogues, faire les liaisons, travailler des stratégies d'identification de mots nouveaux, faire la prosodie, hein, les différentes intonations de ton dans la voix. Donc, toutes sortes d'intentions pédagogiques là, que vous pourriez avoir, mais d'avoir une intention de lecture aussi. Lire pour répondre à des questions, là, pour moi, c'est une évaluation. Puis encore là, il faut que chaque question, tu saches qu'est-ce que tu évalues. Est-ce que tu évalues sa capacité à inférer? Est-ce que tu évalues sa capacité à faire des liens? Est-ce que tu es OK? Donc, pour moi, c'est ça une évaluation. Alors, lire, poser des questions suite à une lecture, pour moi, c'est une évaluation uniquement. Ce n'est pas une façon de travailler la compréhension en lecture parce qu'on est en train de dire que pour lire, c'est répondre à des questions. Alors que dans la vie courante, là, jamais on fait ça, lire pour répondre à des questions. Okay? Moi, j'avais un élève de 4e secondaire, puis quand je lui ai demandé la première fois, mais à quoi ça sert lire? Il m'a répondu, ben, pour répondre à des questions. Ça ne marche pas. OK? Donc, offrir des contextes signifiants. Donc, faire une recette, faire une recherche en équipe, faire un théâtre de lecteur, OK? Il y a plein de façons de rendre la lecture beaucoup plus signifiante. Donc, ça va beaucoup plus motiver vos élèves à lire et ils vont devoir réinvestir le sens dans quelque chose de concret et de réel. Répondre à des questions, ce n'est pas une façon de réinvestir du sens. Okay, donc, l'idée, c'est que chaque lecture devrait amener à réutiliser ce qu'on a appris dans la lecture dans une activité qui fait du sens. Ça va grandement motiver vos élèves et vos élèves en difficulté vont avoir envie de participer comme tous les autres. Donc, c'est un peu des solutions que je vous propose d'avoir pour pouvoir amener vos élèves à lire davantage avec une meilleure fluidité, mais toujours dans le but de comprendre aussi. Hein, ce qu'on veut, c'est vraiment que nos élèves comprennent. Sinon, si vous avez envie d'enseigner la fluidité en lecture, sachez que moi, j'ai des programmes d'enseignement, je vous en parlais au début, qui sont vraiment clés en main, construits à partir d'un album jeunesse. Et ces programmes-là sont en ligne. C'est un 4 semaines d'enseignement. Je vous garantis qu'en 4 semaines, vous allez grandement améliorer les 3 composantes de la fluidité en lecture de vos élèves. Là, je vais aller voir s'il me mène directement. Je voulais vous les présenter rapidement parce que c'est difficile à comprendre. En fait, c'est vraiment une alternance entre la théorie et la pratique. Je vais repartager mon écran comme il faut. Présenter un autre contenu. Ah, je pense que vous les voyez, mes programmes, hein? C'est ça? On les voit pas, Geneviève. Non? Zut, moi, je les voyais. Je pense qu'ils arrivent.
Voilà, Oui. vous voyez? Donc, 3 programmes pour enseigner la fluidité de la 2e à la 4e année. Donc, c'est vraiment là où le pic d'enseignement de la fluidité se fait. Je tiens à préciser quand même que premier cycle, on met les bases de la fluidité. On a parlé tantôt de correspondance graphophonétique, de globalisation des mots fréquents. Donc, si vous voulez avoir des élèves qui ont une lecture fluide, il faut vraiment que les bases soient là. Mais de la 2e à 4e année, c'est là où la prosodie se développe davantage parce que nos élèves sont capables de globaliser de plus en plus de mots. Donc, ils apprennent à lire avec intonation, lire par groupe de mots, faire les liaisons. Alors, c'est tout ça qu'on revoit dans les programmes d'enseignement de la fluidité. Alors, si j'ai un peu de misère avec mon partage aujourd'hui, si je clique ici, dites-moi si vous voyez la bonne chose. Ouais. Donc, dans un programme d'enseignement de la fluidité, vous avez, c'est de la formation, en fait. C'est que vous êtes formé à enseigner la fluidité au fur et à mesure que vous faites votre enseignement. C'est pour ça qu'au terme de 4 semaines, vous avez acquis des nouvelles pratiques pour enseigner la fluidité en lecture, mais il y a aussi des résultats sur vos élèves. Donc, moi, je ne crois plus du tout à la formule une journée de formation, on retourne en classe et on a l'impression qu'on n'a plus le temps de rien mettre en place parce qu'on a la tête pleine, la vie tourne. Donc, j'ai vraiment une formule qui est pratique pour vous. Donc, il y a 4 semaines d'enseignement. L'album jeunesse, elle est séparée en 4. Donc, 4 semaines d'enseignement ici, partie 1, partie 2, partie 3, partie 4. Et il y a 3 séances d'enseignement par semaine. Donc, si vous regardez dans une séance d'enseignement, là, je vais peut-être vous bousculer un peu, on s'en va en bas pour commencer. Donc, il y a la planification d'enseignement. Alors, tout ce que vous devez enseigner se retrouve ici. Vous avez tous les mots qui sont proposés, qui sont déjà analysés, qui sont prêts pour vous, les intentions pédagogiques qui ont déjà été identifiées pour chacune des sections. Donc, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Ça vient avec l'album jeunesse aussi en version numérique. Et vous avez les activités qui sont incluses. Donc, les textes ont été extraits pour faire des activités de relecture. Donc, il y a beaucoup d'activités de relecture, de lecture guidée, entre autres. Il y a des activités qui sont plus interactives, là, ou de mon avec Albertine, oui, c'est ça, c'est Albertine. Avec Albertine, on va travailler la lecture, la segmentation syllabique comme stratégie d'identification de mots, de syllabes orales pour vraiment faire du sens le plus rapidement possible. Donc, finalement, on se questionne à savoir, bien, il y a combien de syllabes dans cacahuète? Il y a autant de syllabes qu'il y a de choux de Bruxelles. Donc, et on va valider notre hypothèse ici. Donc, il y a des activités interactives pour les correspondances graphophonétiques. Donc, on se questionne sur comment bien lire les mots, sur les liaisons, sur les dialogues aussi. Donc, il y a des activités pour... Oh, j'ai arrêté mon partage. Des activités pour chacune des éléments, chacun des éléments enseignés pour développer une fluidité vraiment efficace. Je vais vous remettre ici. Voilà. On voit la même chose. Hein? OK. Et donc, tout ce qui est en caractère gras, ce sont les petites vidéos de formation. Alors, toute la formation se fait par courte capsule vidéo. Donc, la première séance d'enseignement, on fait la lecture de l'album jeunesse à nos élèves et on va travailler en même temps les stratégies de compréhension en lecture, mais ici, on va travailler aussi les stratégies d'identification de mots. Et si vous n'êtes pas certaine des stratégies d'identification de mots, lorsque c'est en caractère gras, il y a toujours une vidéo qui vous explique un peu qu'est-ce que c'est. Alors, on a ici les stratégies d'identification des mots. Puis, on a les stratégies de compréhension en lecture. Donc, moi, je propose celles que moi, j'utilise. Dépendamment d'une école à l'autre, il y a différentes stratégies. Mais bon, vous utilisez les vôtres, mais je vous en propose quand même qui sont là. Donc, les intonations en lecture, les différentes formules de lecture répétées, les différents jeux étiquettes, il y a les mots étiquettes, des activités d'écriture, des activités interactives. Il y a l'enseignement est vraiment tout détaillé dans le programme. Et vous avez aussi tout ce qui est en vert, ce sont des activités qui sont vraiment soit à présenter ou à imprimer. Par exemple, on a ici les textes qui sont déjà prêts pour vos élèves en difficulté où il y a une segmentation syllabique
qui a déjà été faite pour soutenir aussi le décodage de vos élèves qui ont des difficultés en lecture. Alors, c'est vraiment un programme qui est clé en main, tout complet. Alors, si vous voulez le découvrir et en savoir plus, vous allez pouvoir participer. Chaque séance dure combien de temps? C'est à peu près un 30-40 minutes par séance, 3 fois semaine, sur 4 semaines. Et il y a vraiment des retombées. Là. Vous voyez toutes les sous-composantes de la fluidité en lecture dans les programmes. Et il y a vraiment des retombées au niveau principalement de la prosodie. Les élèves qui sont vulnérables augmentent le taux d'exactitude et la vitesse. Et il vous reste vos élèves en très grande difficulté de lecture qui, eux, malheureusement, sont autant en difficulté parce que c'est probablement un trouble neurologique et ils vont rester en difficulté. Alors là, on peut réfléchir à mais comment on intervient auprès de ces élèves-là, puis qu'est-ce qu'on met en place pour les aider à accéder au sens du texte. Donc, ce sont les programmes d'enseignement de la fluidité tels qu'ils sont présentés. Donc, si vous voulez en savoir plus, le 29 avril prochain, je ferai une visite guidée où on va vraiment voir tout le matériel à l'intérieur du programme. C'est des petites visites guidées où on est peu. Donc, je prends le temps de répondre à vos questions puis de remettre en contexte les programmes d'enseignement de la fluidité. Alors, n'hésitez surtout pas à venir assister à notre visite guidée. Sinon, je vais revenir à ma présentation. Ici, c'est un peu long à changer de présentation aujourd'hui. Alors, si je reviens à mes présentations, donc il y a 3 programmes d'enseignement, toujours avec un album jeunesse. Donc, deuxième année, on a Albertine, Petit brin d'amour avec les choux de Bruxelles. Ensuite, on a le virus de Belinda en troisième année. Ah oui, Albertine, on travaille beaucoup la segmentation syllabique, comme j'ai dit. Troisième année, avec le virus de Belinda et Alice, on travaille principalement la prosodie, les liaisons. Et en quatrième année, avec le mammouth rock que j'adore et le super sandwich tomate pain blanc mayonnaise avec lequel on attire le mammouth rock, on va travailler beaucoup les stratégies, la morphologie comme stratégie d'identification de mots. Donc, d'un niveau à un autre, il y a quand même au niveau des inférences, au niveau des mots, la longueur du texte, les structures de phrases, il y a vraiment une augmentation et tout ça permet d'avoir un enseignement qui est bien adapté à chacun des niveaux. Alors, si vous voulez quand même juste en apprendre plus sur l'enseignement de la fluidité, je vous invite à visiter la boîte à outils sur mon site web. Vous allez trouver les 12 formules de lecture répétées gratuitement. Vous allez avoir les différentes composantes de la fluidité en lecture qui sont à enseigner à chaque niveau scolaire. Donc, vous allez voir, il y a une belle cohérence. Vous allez voir aussi les phases d'acquisition d'une lecture orale. Moi, j'utilise ces phases-là quand je fais mon évaluation de la prosodie. Hein, quand on utilise nos outils d'évaluation, on voit souvent la vitesse de lecture, si on le calcule bien, l'exactitude, je le vois parfois, mais on a peu d'outils pour évaluer la prosodie. Donc, cet outil-là, moi, je le trouve hyper intéressant pour situer mes élèves là, au niveau des intonations, lecture par groupe de mots, mettre toute l'expression, où ils se situent dans cette échelle-là de développement. Donc, il y a d'autres outils. Allez-y voir des articles, des vidéos. Sinon, si vous voulez aussi approfondir vos connaissances autrement, il y a le 22 avril prochain, donc mardi prochain, je vais faire un petit webinaire sur comment la fluidité aide tes élèves à comprendre ce qu'ils lisent. Donc, on va aller un petit peu plus dans les détails de comment la fluidité vient affecter la compréhension. Et le 24 mai prochain, je donne un autre webinaire, celui-ci qui est assez attendu habituellement, sur l'évaluation de la fluidité en lecture et l'analyse des données. Donc, on regarde la démarche d'évaluation, puis comment on fait pour faire une analyse de nos données, qu'est-ce que ça nous donne comme information, puis sur quels outils aussi se référer pour être capable de faire une bonne analyse. Donc, c'est un peu ce qui fait le tour de la présentation d'aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. Je ne sais pas si vous avez des questions, puis je vais pouvoir y répondre en cours de route. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire à info@pédagogiefutée.com. Venez visiter mon site web. Il y a beaucoup d'informations sur l'enseignement de la fluidité en lecture aussi. Puis, continuez à participer à suivre l'enseignement de la fluidité par Futée. Ça me fait c'est toujours un grand honneur de vous voir en si grand nombre, vous intéresser aux bonnes pratiques d'enseignement de la fluidité.
Puis, ce que j'aime d'enseigner la fluidité de manière efficace, c'est qu'on a vraiment, on va chercher des données rapidement. Donc, on est capable de voir rapidement les progrès de nos élèves par justement nos évaluations de la vitesse de lecture. Puis ça, mais c'est super intéressant pour nous de voir qu'enfin, on a un impact par notre enseignement efficace. Donc, les programmes, ça inclut le matériel à vie, il n'y a pas de réabonnement. Ça inclut toute la formation, l'accompagnement et vraiment tout ce que vous avez besoin pour enseigner la fluidité en lecture. Et je vous garantis que vous allez avoir des résultats auprès de vos élèves en 4 semaines cette année, mais toutes les années à venir aussi. Alors, toutes les pratiques d'enseignement, vous allez pouvoir les réinvestir dans d'autres activités de lecture aussi. Donc, c'est un investissement qui vaut vraiment la peine. Celles qui l'ont, on est quand même 200 quelques enseignantes là, à ce jour à avoir les programmes, puis j'ai eu aucun retour d'insatisfaction. Donc, c'est vraiment un projet qui va vous permettre d'améliorer la fluidité en lecture et la compréhension de vos élèves là, rapidement. Alors, je pense que ça fait un petit peu le tour. Sinon, mais je vous invite à venir assister à notre visite guidée le 29 avril prochain si vous avez d'autres questions. Donc, n'hésitez pas à m'écrire, j'attends de vos nouvelles très prochainement. Au plaisir, j'espère que ça a été instructif pour vous, ce webinaire.